Bonjour à tous, capsule juridique numéro 250 du 2 juillet 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de l'Australie. Aux USA, tout d'abord, le ministère de la Justice a annoncé récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, que 324 arrestations venaient d'être réalisées, notamment dans le cadre d'un très vaste réseau de fraude commis dans l'univers médical, au préjudice de Medicare et Medicaid. Ce sont en gros, pour faire simple, les deux systèmes de sécurité sociale aux USA. Ces détournements avaient coûté plus de 15 milliards, enfin avaient rapporté plutôt à leurs auteurs, plus de 15 milliards de dollars, et ce, évidemment, au préjudice du système financé en grande partie par les contribuables. Cette information est très importante, et je vous mets sous ma capsule le lien vers l'un ou l'autre article, le lien surtout vers la vidéo de l'annonce par le ministère de la Justice, mais aussi un lien vers une vidéo de la chaîne Point de Rupture, dans laquelle un ressortissant américain qui s'appelle John vous explique en français de façon toujours très très claire les tenants et aboutissants de certains événements de la politique américaine, et donc le début de la capsule dont je vous mets le lien est précisément consacré à ces vagues d'arrestations. Je vous invite réellement à l'écouter, c'est très détaillé, c'est très clair, comme toujours avec lui. Et je partage son opinion quand il dit que cette vague d'arrestations en entraînera d'autres, qui iront bien au-delà des seules questions des fraudes médicales liées au Covid, et qui auront aussi, et qui ont sans doute déjà, le mérite de faire peur aux autres arrêtés potentiels. On va dire ça comme ça. Alors vous trouverez sur mon canal Telegram également une série de visuels qui résument le fonctionnement de la fraude. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez aller voir si vous voulez en savoir plus. En Australie, ensuite, une association de médecins et de scientifiques a déposé la semaine dernière un rapport de 45 pages intitulé Follow the Money, Who's Directing Global Health Policy. Donc, suivez l'argent qui dirige le système global de la santé. Les auteurs de ce rapport ont analysé en détail les comptes de l'OMS pour établir une cartographie très précise des organismes et institutions, ou parfois des multinationales, qui la financent, pour démontrer ce que nous savons déjà, à savoir les liens très étroits entre les bénéficiaires directs de toutes ces actions de l'OMS, en tête desquelles évidemment les compagnies pharmaceutiques, et les décisionnaires, que je vous mets entre guillemets, puisqu'en réalité leurs votes sont téléguidés. Alors je vais évidemment pas vous lire les 45 pages, mais j'ai noté quelques extraits qui paraissent utiles, au moins pour vous donner l'envie d'en lire plus, et de manière générale, s'il vous plaît, allez voir les sources que je vous cite. Mes seuls propos ne vous aideront pas à convaincre votre entourage, mais si vous arrivez vous-même avec des documents que j'ai déjà décryptés et un petit peu prédigérés pour vous, ça ira beaucoup plus vite. Alors, donc, je vous lis quelques extraits. Tout d'abord, en page 4, on a une sorte de résumé dans lequel on lit ceci, je cite. Donc, l'association s'appelle l'AMPS. Je cite. L'enquête de l'AMPS a examiné la possibilité pour les donateurs de l'OMS d'influencer les décisions de l'organisation en matière de politique de santé mondiale. Pour ce faire, elle a examiné les mécanismes de financement de l'OMS et les affiliations des 100 principaux donateurs de l'OMS à des fins spécifiques en 2022-2023 en utilisant les données du site web de l'OMS elle-même. Parmi les points des clés observés, on peut citer les suivants. L'OMS invite les investisseurs offrant des rendements de 3400%. Je répète, offrant des rendements de 3400% aux investisseurs et permet aux donateurs de son programme à des fins déterminées d'avoir leur mot à dire sur la manière dont leurs fonds sont dépensés. La majorité des 100 premiers donateurs du programme de dons spécifiques de l'OMS étaient des sociétés pharmaceutiques ou alignées sur des intérêts pharmaceutiques. Par exemple, les sociétés, alors ça c'est moi qui ajoute, par exemple les sociétés qui s'occupent d'acheminer les produits pharmaceutiques vers les lieux de vaccination, etc. Donc toutes des sociétés qui tirent avantage évidemment de toutes les campagnes de vaccination et autres mesures très lucratives pour les sociétés pharmaceutiques. Je reprends la citation. 100% des sociétés pharmaceutiques ont donné un total de 28 722 232 $ directement à l'OMS à des fins spécifiques en violation des lignes directrices de l'OMS et ont fait des dons à d'autres donateurs du top 100. Donc en fait, en gros, c'est un système où non seulement ils donnent à l'OMS, mais en plus ils se donnent entre eux de manière à ce que chacun profite directement ou indirectement des campagnes qui seront lancées ensuite. Donc je reprends la citation. 58 organisations ont donné un total de 1 741 millions et des poussières, et 56 de ces organisations ont été considérées comme alignées sur les intérêts de l'industrie pharmaceutique, recevant des fonds, coopérant à des projets ou promouvant des produits pharmaceutiques et élargissant les marchés pharmaceutiques. 100% des agences des Nations Unies qui ont fait don de 494 millions et des poussières étaient liées à l'industrie pharmaceutique ou engagées dans des projets pharmaceutiques. Ça, c'est qu'une toute petite partie de l'introduction.
Ensuite, on nous parle de la méthode de l'étude. On détaille un petit peu les organisations qui participent à tout ce système. Évidemment, en tête de cette partie, on trouve le texte suivant, je cite: la majorité des 100 premiers donateurs de l'OMS au cours de cette période, donc 2022-2023, peuvent être classés dans la catégorie des organisations et comprennent des fondations, des organisations caritatives, des associations et d'autres organisations. Ensemble, ces organisations ont donné 1 741 237 890 $ à l'OMS à des fins spécifiques. Le donateur le plus important est de loin la fondation Bill et Melinda Gates, pour 829 500 000 $ environ, suivi par l'Alliance Gavi, cofondée par la fondation Gates. Ensemble, ces organisations ont versé 62,24% des dons volontaires spécifiés pour cette période. Il a été observé que 56 des 58 de ces organisations avaient des intérêts qui s'alignaient sur l'industrie pharmaceutique à des degrés divers. Ces intérêts allaient du soutien aux produits pharmaceutiques à la collaboration avec les entreprises pharmaceutiques, en passant par l'investissement dans les entreprises pharmaceutiques et parfois la propriété d'entreprises pharmaceutiques. Certaines organisations avaient des liens avec l'industrie pharmaceutique au niveau de la gouvernance. Alors on cite toutes les organisations et fondations, donc la Fondation Gates, Gavi, le Rotary International, le Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose et le paludisme, la Fondation de la famille Bloomberg, National Philanthropic Trust, Fondation Asie-Europe, Wellcome Trust, la Fondation de l'OMS, l'Institut de France, Vital Stratégie, Résoudre pour sauver des vies, Fondation des fonds d'investissement pour les enfants, Fondation Rockefeller, pour la Fondation Rockefeller, on dit ceci: l'empire Rockefeller, en tandem avec la Chase Manhattan Bank, aujourd'hui JP Morgan Chase, possède plus de la moitié des intérêts pharmaceutiques aux USA. Il s'agit de la plus grande combinaison de fabrication de médicaments au monde. Dans la liste, ensuite, on trouve l'initiative de la Fondation Novo Nordisk pour les vaccins et l'immunité, le Centre Carter, la Fondation des Nations Unies, la Fondation du CDC, parce que le CDC, en plus d'avoir des médecins plutôt corrompus, a également sa propre fondation qui finance tout ça, évidemment. La Fondation Botnar, la Fondation Roi Baudouin pour la Belgique, la Fondation Ikea, je ne les cite pas toutes, mais je prends les noms les plus connus, la Fondation Telecom Italia, la Fondation Lego, je ne savais pas que Lego faisait dans l'humanitaire, l'Organisation panaméricaine de la santé, la Fondation du Lions Club, il y avait Rotary, donc évidemment il y a aussi Lions Club, l'initiative Clinton pour l'accès à la santé, etc., etc. Là vous verrez, ça s'étend sur vraiment plusieurs pages. Je ne vais pas les citer tous. Ensuite, on a une série de banques qui financent également. Je cite, parmi les 100 premiers donateurs de l'OMS pour des projets spécifiques, figurent 4 banques dont il a été démontré qu'elles profitaient toutes à 100% de l'industrie pharmaceutique. La Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne d'investissement. Je cite toujours, ces banques ont profité de prêts accordés aux pays pour l'achat de vaccins et des prêts accordés aux sociétés pharmaceutiques pour le développement et la fabrication des produits pharmaceutiques. Alors c'est exactement comme dans les guerres, vous aviez des banques qui finançaient les deux belligérants et qui permettaient aux deux belligérants d'acheter des armes. Vous aviez les fabricants d'armes qui vendaient des armes aux deux belligérants. Ici on a des banques qui font des prêts aux sociétés pharmaceutiques pour développer les injections et autres produits, et ensuite qui font des prêts aux États pour acheter les injections qui ont été financées. Pourquoi pas? Je cite à nouveau, ensemble, ces banques ont donné 131 820 000 $ à l'OMS directement, en plus de ces financements indirects, pour des projets spécifiques. Alors après, il y a le détail pour chacune. Ensuite, on a des institutions de recherche, parmi lesquelles on trouve notamment l'Institut Robert Koch en Allemagne, notamment. Ensuite, on a des administrations régionales. Alors là, je vous passe le détail également, il y en a toute une série. Et on arrive aux entreprises pharmaceutiques. Là, c'est en page 26 du rapport. Et on lit ceci notamment, je cite: « En acceptant de l'argent directement des sociétés pharmaceutiques, l'OMS contrevient à ses propres lignes directrices. Les lignes directrices sur la collaboration avec le secteur privé pour obtenir des résultats en matière de santé stipulent expressément que l'OMS ne doit pas recevoir de fonds d'organisations commerciales qui pourraient tirer profit de ses activités. Elle précise, toujours donc les lignes directrices, que des fonds peuvent être acceptés de la part d'entreprises commerciales dans certains cas, mais dans certaines conditions très strictes. » Un peu plus loin, on est en page 27, on a dans le détail des organisations donatrices, on a le texte suivant, je cite:
En 2022-2023, 58 organisations ont fait don de 1,741 milliard et des poussières de dollars à l'OMS à des fins spécifiques. Une fois encore, ce chiffre ne concerne que la liste des 100 premiers donateurs et serait plus élevé si toutes les organisations donatrices étaient prises en compte. Cela signifie que les 100 premières organisations donatrices ont acheté plus de 1,7 milliard de dollars d'influence auprès de l'OMS. La majorité d'entre elles étaient des organisations pro-pharmaceutiques. Comme nous l'avons vu, elles étaient impliquées dans des activités telles que la promotion et la distribution de vaccins, l'expansion du marché des vaccins, la facilitation de la fabrication des vaccins et la collaboration avec les entreprises pharmaceutiques. Un peu plus loin, les données suggèrent en outre qu'au moins certaines de ces organisations exerçaient une influence en haut lieu pour obtenir les résultats pro-pharmaceutiques qu'elles souhaitaient. Gavi déclare qu'elle travaillait non pas pour résoudre, mais pour façonner le marché des vaccins, entre guillemets, façonner le marché des vaccins, ce qui suggère des niveaux significatifs d'influence et ou de contrôle. Ensuite, on avance dans le rapport. Je ne vais pas de nouveau tout vous résumer. On parle des réseaux de donateurs justement pour montrer qu'ils sont c'est une espèce de toile d'araignée énorme. Et en page 29, on vous dit ceci, je cite, « Les résultats montrent qu'il existe un réseau de relations entre les donateurs, certains fondant d'autres donateurs, d'autres contrôlant d'autres donateurs, d'autres encore finançant d'autres donateurs et d'autres enfin s'associant à d'autres donateurs dans le cadre de divers projets. Il a également été démontré qu'il existe une hiérarchie dans ces relations avec un certain nombre de groupes familiaux au centre. Par exemple, le groupe Rockefeller investit dans un certain nombre de sociétés pharmaceutiques ainsi que dans des sociétés qui possèdent des sociétés pharmaceutiques tout en finançant certains des 100 principaux donateurs. De même, le groupe Gates a fondé la fondation Bill et Melinda Gates qui a cofondé Gavi et qui a financé d'autres donateurs au top 100 et ou a été impliqué dans leurs activités. Ainsi, bien que les dons spécifiés proviennent de sources multiples, seule une poignée de familles se trouve au centre des réseaux de dons. La question se pose donc de savoir si un petit nombre de personnes ou de familles pourraient, par l'intermédiaire de leur fondation et de leur réseau de donateurs, influencer la politique mondiale et les activités de l'OMS dans des directions particulières. La réponse semble être oui. Alors là, le rapport cite, là on est en page 29 toujours, le rapport cite une étude ou un article scientifique qui affirmait, je cite à nouveau, « Les fondations privées exonérées d'impôts et les sociétés à but lucratif ont de plus en plus souvent noué des relations susceptibles d'influencer la santé mondiale. » Fin de citation. Et je vais jusqu'à la fin du rapport, parce que ça continue comme ça encore pendant les 45 pages, et c'est vraiment super intéressant. Et que recommande cette association à la fin du rapport? Je cite intégralement les recommandations. À la lumière des observations et conclusions susmentionnées, le rapport formule les recommandations suivantes. Que le gouvernement australien, les administrateurs et les autorités médicales reconnaissent que l'OMS est un organisme compromis avec des intérêts conflictuels qui permet aux donateurs d'acheter de l'influence. Que les activités de l'OMS sont influencées par l'industrie pharmaceutique, les groupes familiaux pro-pharmaceutiques qui les soutiennent et un réseau incestueux d'organisations pro-pharmaceutiques qui leur sont liées. Que les règlements sanitaires internationaux modifiés et l'accord traité sur les pandémies reflètent les intérêts de l'industrie pharmaceutique plutôt que ceux de la population mondiale. Que le gouvernement australien se retire immédiatement du règlement sanitaire international et du traité sur la pandémie, rétablisse l'ancien plan de gestion de la pandémie de l'Australie, donc au niveau national, et se retire de l'OMS jusqu'à ce qu'il soit démontré que cette organisation n'est pas en conflit d'intérêts et qu'elle agit, donc hypothétiquement à l'avenir, dans l'intérêt de la santé mondiale plutôt que dans celui de l'industrie pharmaceutique. Fin de citation. Et tout ça arrive évidemment au moment où de son côté, aux États-Unis, RFK Jr. avait lui-même incité les différents États à sortir de Gavi, je crois qu'il parlait que de Gavi, et avait annoncé l'intention des USA, mais je ne sais pas s'ils l'ont déjà mis en œuvre, de sortir également de l'OMS. Donc tout ça sent la fronde généralisée, il est grand temps. Ce rapport est vraiment fondamental et primordial, et ce n'est pas la dernière fois que je vous parle de l'OMS. Alors jusqu'à présent, dans les 249 premières capsules, je ne vous ai pas très souvent parlé de l'OMS pour une bonne raison. C'est essentiellement que mes capsules sont généralement consacrées à donner des bonnes nouvelles judiciaires et juridiques. Or, l'OMS ne m'en a pas fourni beaucoup depuis quelques années. Ici, le vent tourne et je reviendrai très prochainement vous parler de l'OMS dans un autre contexte avec deux intervenants. Voilà ce que j'avais donc pour vous aujourd'hui. Lisez ce rapport, il est vraiment super intéressant. Il a déjà fait l'objet d'une traduction automatique très précise. C'est à partir de celle-là que je vous ai fait les lectures. Voilà ce que j'avais donc pour vous aujourd'hui. Cette capsule était donc la 250e. Ça fait un sacré paquet de travail quand on y pense. Il faut même y ajouter en fait les 4 ou 5, je ne sais plus, capsules de l'info juridique qui pique
Pour vous donner une idée, le document Word dans lequel je scripte mes capsules fait aujourd'hui plus de 630 pages. Alors un peu en vrac, je me préoccupe pas de la forme puisqu'il s'agit juste de vous lire le texte, mais ça commence à faire un sacré volume. Il y a quelques jours, j'ai également refait une liste propre et à jour des différents groupes et canaux Telegram que j'anime. Elle a été diffusée sur l'ensemble de ces groupes et canaux, vous l'avez peut-être vu circuler, et j'en rajoute un lien sous ma capsule du jour. Tout ça prend un temps fou, au détriment d'ailleurs de mes autres activités habituelles et de la survie de mon cabinet. Donc s'il vous plaît, relayez partout. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent, c'est pas le propos. Mais relayez partout pour qu'au moins le temps passé serve à un maximum de monde. En attendant, bonne journée, bon travail, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et tenez bon, à bientôt, au revoir.